Bonjour à tous. Donc, nous, on va vous parler aujourd'hui de quelles expériences on pourrait vivre si on lâchait les indicateurs. Christophe va commencer par vous faire un panorama de ce qui est possible. Et puis, je suivrai juste après sur comment on fait des choix ensemble. Voilà. Je suis très bavard, je vais essayer de respirer. J'ai tellement de choses à vous dire. J'essaie juste de déjà bien orienter la zapette. Voilà. Non, non plus. Voilà, je l'ai. Je la tiens. Moi, j'ai un profil de contrôleur de gestion à la base. Ça se voit peut-être pas. J'étais contrôleur de gestion dans une grosse société d'intérim. J'ai vu ce que la gestion pouvait faire comme dégâts humains. J'ai été contrôleur de gestion dans la propreté. C'était pas toujours très propre ce qu'on y faisait. J'ai été responsable de développement durable. J'ai vu ce que ça faisait en termes de dégâts humains aussi. Et depuis, j'expérimente des sujets qui sont de l'ordre de l'intelligence collective, de l'ordre de l'explorer autrement notre réalité pour faire en sorte qu'il y ait plus d'humanité dans nos organisations. Et je suis parti du coup de la base de ce que je savais faire, c'est-à-dire la compta et le contrôle de gestion. Et dans la compta des nations, on s'est rendu compte, il y a eu des expériences qui ont été faites. Pour information, la comptabilité des nations, le PIB, ça existe depuis l'après-guerre. Ça a été créé dans un cadre de reconstruction. Et aujourd'hui, le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées qu'il y a dans l'entreprise. Donc, est-ce que cet indicateur-là est toujours pertinent aujourd'hui, 70 ans après? Peut-être qu'il faudrait réajuster notre outil. Donc, c'est une invitation que je fais aux RH et à ceux qui vont se poser des questions sur les indicateurs de performance, les revisiter en permanence. Et on voit bien qu'à un moment, on peut être très riche, mais être très mal dans sa peau. Et c'est le cas, en l'occurrence, pour le PIB des nations. Et là, notamment, c'est pour les États-Unis. En son temps, j'ai contribué à un hors-série de Alternatives économiques, la richesse autrement. Je vous inviterai éventuellement à le consulter. Il y a plein de sujets très intéressants. L'OCDE s'est expérimenté aussi avec le Better Life Initiative, qui permettait à chacun de choisir, tiens, le logement, c'est important pour moi, l'emploi, un peu moins, la santé, c'est super, la satisfaction, c'est pas trop grave. Et en fonction de ça, on pouvait savoir quel était le pays dans lequel on serait le plus heureux. Quand moi j'ai fait l'expérience à l'époque, c'était plutôt la Finlande pour moi. Donc ça se fait au haut niveau, ça se fait. Donc essayons aussi de le faire dans nos organisations. On essaye en permanence de s'adapter aux nouvelles normes, aux nouvelles réglementations. Donc le DPEF qui oblige aujourd'hui à mettre dans les déclarations annexes à la comptabilité et au rapport annuel des éléments qui n'y étaient pas jusque-là. Donc c'est plus que le bilan social, qui est très riche déjà, mais là ça va encore plus loin. Il y a le rapport intégré qui aussi pousse un cran plus loin, donc c'est à l'échelle mondiale, donc c'est intéressant de voir qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a de l'inspiration à aller prendre là-dedans. Le GRI, le Global Reporting Initiative, qui aussi permet d'aller creuser un cran plus loin. Et déjà, vous pouvez piocher là des indicateurs auxquels vous n'auriez pas pensé. Et j'ai bien aimé à l'époque le CJD qui parlait de la performance globale. Donc c'est l'idée qu'à un moment, on ne regarde plus un petit bout, qui serait le bout du profit et de la monnaie, mais on regarde un cran plus loin, de façon plus globale, en allant jusqu'aux parties prenantes qu'on a été évoquées tout à l'heure. Les normes, les lois, les référentiels, c'est aussi celle-ci, c'est l'ISO 26000, qui est une belle initiative qui enfin englobe un projet mondial où tout le monde s'est investi. Donc là aussi, il y a un sacré nombre d'indicateurs à aller piocher. Les ODD, on vient de fêter leur anniversaire, c'est 169 indicateurs à votre portée. Donc profitons-en. Et ils ne sont pas tous de l'ordre économique. Il y a le Lucie 26000 que j'aime beaucoup aussi, qui permet d'aller un cran plus loin vers la RSE et vers la performance globale de l'entreprise. Toutes ces lois, ces normes et ces référentiels montrent bien qu'à un moment, on veut évoluer. Maintenant, comment on fait exactement pour faire correspondre les chiffres monétaires à ces tendances-là? Il y a eu une tentative, la comptabilité universelle. Est-ce que j'ai là? Non, je n'ai pas la petite lampe. L'Ordre des experts comptables, j'ai participé à ce projet, qui est un projet qui était très innovant à l'époque. Alors des experts comptables, ils se remettent bien en cause, les comptables. Ils sont vraiment là pour vous aider
Donc n'hésitez pas à les solliciter. Et j'ai bien aimé, je vais en prendre un qui n'est pas du tout sur les RH, sur l'environnement. Un peu dans un bilan, en haut de bilan, on a le capital qu'apportent les actionnaires. Et bien là, on aurait un capital environnement où en fait l'environnement viendrait avec un capital eau propre. Et bien quand on rend des comptes à l'environnement, on lui doit un dividende eau propre. On lui doit plus d'eau propre qu'il nous en a donné au début. Comme un actionnaire, on lui doit plus d'argent qu'il nous en a donné au début. C'est intéressant d'explorer ça. Et pour les compétences salariées, ça peut être la même chose. Pour la gouvernance, ça peut être la même chose. C'est très innovant et à explorer. Une autre tentative très intéressante, les actifs immatériels. Je ne vais pas tous vous les lire, mais c'est instructif de voir qu'il y a des choses qui ne sont pas palpables, qui ne sont pas dans les bilans, qui n'apparaissent encore moins dans les comptes de résultats et qui pourtant font toute la richesse de l'entreprise. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, une entreprise cotée vaut 60% de plus que ce qu'elle est vraiment cotée. Une entreprise cotée en bourse vaut 60% plus que son bilan. C'est quoi la différence? La différence, c'est tout ce qui est immatériel. Eh bien, aujourd'hui, on peut le mesurer de façon chiffrée et monétaire ou pas. Il y a des tendances qui amènent, à avoir une compilation, une convergence d'indices plutôt que des mesures précises aux chiffres et à la virgule près. Une autre tentative que j'ai beaucoup appréciée aussi, c'est l'arbre de performance, qui est Georges Garibian, qui est un ingénieur qui a développé ça. Je vous ai montré là un des exemples qui illustrait par rapport aux banques sur le thème qu'il a exploré lui. C'est en fait avec une addition, une soustraction, une multiplication, une division, on arrive à mettre en place une arborescence d'indicateurs de façon transversale. Ça décloisonne l'entreprise au lieu de fonctionner chacun en silo. Moi, j'ai eu le cas de fonctionner dans une entreprise où on me demandait de faire un résultat net le plus gros possible et aux commerciaux, on leur demandait de faire un chiffre d'affaires le plus gros possible, peu importe le résultat que ça générait derrière. On était en conflit. Avec ce genre d'approche, d'arbre de performance, quand chacun travaille dans son périmètre, il contribue à la performance globale. Et tout ça avec des simples opérations dignes de la primaire. C'est maths sup, maternelle supérieure aussi. Ça, c'est des tentatives qui ont existé, qui sont encore d'actualité. Elles sont, à mon goût, trop cloisonnées, trop confidentielles encore. Donc je vous invite vraiment à aller explorer, voir, et puis éventuellement me questionner sur ces sujets-là. Pour nous, à l'école des héros, la performance se base sur 4 axes. La performance, c'est d'abord dans ma capacité à voir autrement le monde, la réalité. Donc en gros, c'est compter ce qui compte, c'est raconter ce qui compte. C'est un propos que cite souvent Patrick Vivray, qui est un philosophe, qui a écrit un livre donc, qui s'appelle « Reconsidérer la richesse ». Compter ce qui compte, le raconter, des fois ça peut suffire à évaluer sa performance et ça ne rentre pas forcément dans les tableaux de bord. Rapidement, moi ce que j'aime imaginer, c'est qu'il y a plein de formes de richesse possibles. En partant de l'extérieur, il y a toutes celles qui sont inimaginables. Il y a des richesses qu'on a exprimées. Par exemple, on peut dire à quelqu'un « tu es agréable, tu es une personne agréable avec qui j'aime travailler ». J'exprime cette richesse-là. Si la personne ne reçoit pas ça, elle sera moins riche. Il y a des richesses évaluées. Ça peut être, par exemple, on peut dire sur une échelle de 1 à 10, combien j'ai mal, 8 sur 10 ou 2 sur 10. C'est une évaluation très subjective. Il y a des richesses mesurées. Donc là, c'est plus précis. C'est ma tension artérielle, c'est mon pouls, c'est l'analyse de mon sang. Et je peux dire je suis en bonne santé, mais pour autant, je ne pourrai jamais échanger ma bonne santé. Je peux éventuellement donner du sang à quelqu'un, mais je ne pourrais pas lui donner ma bonne santé. Donc ma bonne santé, c'est que j'évalue que je suis en bonne santé, je mesure que j'ai un sang de bonne qualité, et je peux l'échanger, je peux le donner à quelqu'un. Donc c'est toutes les richesses échangées qui ne sont sur un autre plan, mais qui sont beaucoup moins grandes, beaucoup moins importantes, qui couvrent un champ beaucoup moins grand que les autres. Et puis les dernières qu'on aime peut-être moins, mais qui peuvent avoir leur utilité, c'est les richesses spéculatives, qui peuvent à un moment aider, stimuler, mais ce ne sont pas toutes les richesses. Et on aurait eu tendance aujourd'hui dans notre système économique à inverser, à mettre ces richesses spéculatives comme des richesses englobantes, et puis petit à petit, on va renfermer des richesses qui seraient éventuellement exprimées. C'est une approche un peu philosophique, mais j'aime beaucoup cette approche, que ça permet de voir un peu cran au-delà et d'innover, d'être imaginatif. Pour imaginer, il y a Ken Wilber, qui est un philosophe américain contemporain, qui s'est dit, tiens, en observant les cultures et les religions dans le monde, je peux dessiner une carte. Donc lui, il a dessiné ça. Enfin, c'est une représentation de ce qu'il pense, qui permet de dire à un moment, voilà, il y a une approche, et on l'a vu tout à l'heure dans le schéma qui a été présenté, il y a une approche individuelle et une approche collective.
Et il y a une approche interne et une approche externe. Si on croise ces deux axes et donc ces 4 directions, on peut être sûr qu'a priori, on couvre tous les sujets de notre humanité. Donc ça peut être intéressant de passer vos indicateurs de performance au crible de ce cadran. Ça s'appelle le 4 cadrans de Ken Wilber. C'est la vision intégrale. Ça se rejoint aussi à cette idée de reporting global et de performance globale. Pour ma part, je me suis inspiré aussi de son approche pour créer une méthode que j'ai baptisée le cercle des indicateurs, qui permet de imaginer comme on a l'expérience collaborateur, là c'est l'expérience indicateur. On part d'un point qui est une situation, donc on a des indicateurs de situation, mais qui ne sont pas forcément des indicateurs d'objectifs. Et sur la base de cette situation qui est à corriger, on se donne des objectifs précis. À partir de là, on met en œuvre des choses. Donc là aussi, on peut mettre des indicateurs de mise en œuvre. Exemple, on veut diminuer le CO2 dans le monde. En objectif, on va implanter 10 000 éoliennes. Donc l'indicateur de mise en œuvre, ça peut être le nombre de dossiers que je vais ouvrir pour développer une éolienne. L'indicateur de réalisation, ça sera combien j'ai créé d'éoliennes, combien j'ai fait pousser d'éoliennes réellement. Et l'indicateur d'impact, ça serait quelle quantité de CO2 j'ai évité. Et après, on regarde, on reboucle. Est-ce que la situation, elle a changé? Si elle a changé, on peut modifier nos objectifs, on peut modifier notre mise en œuvre et on peut modifier la réalisation derrière. C'est une approche qui fait qu'en boucle, on s'améliore de façon itérative et on ne s'endort pas sur nos lauriers en mettant un objectif, un indicateur et on reste dessus pendant 70 ans comme on le fait avec le PIB. Là, c'était l'exemple de la Caisse des dépôts chez qui j'ai travaillé avec cette approche. Il manquait 1 million de logements. L'objectif, c'est de contribuer à la résorption du déficit de logement. Un objectif qui peut être chiffré. On peut dire on veut contribuer à la résorption de 1 million ou de 500 000 peut-être seulement. Qu'est-ce qu'on met en œuvre? On finance des logements avec des prêts. Et pour ça, on ouvre des dossiers. Ce n'est pas le tout d'ouvrir des dossiers. Ce n'est pas comme ça qu'on diminue les logements. C'est est-ce qu'on a vraiment accordé des prêts? Et une fois qu'on a accordé les prêts, ça a impacté combien de locataires? Donc là, on a une série d'indicateurs cohérents qui permettent après de s'améliorer. Deuxième axe, pour moi, à l'école des héros, la performance, c'est dans la capacité à passer à l'action. Un indicateur, pour juste en avoir un, comme on l'a vu tout à l'heure, les KPI un peu sur les petits dessins, ça va à un moment, mais si c'est pour juste se contenter de les regarder, ce n'est pas très intéressant. Pour passer à l'action, on a des architectures de coopération qui existent, qui sont soit visibles, soit invisibles. Il y a en plus des architectures numériques qui se rajoutent à ça, pour la coopération. Et en fonction de ces architectures, on ne va pas se comporter de la même façon collectivement et on ne passera pas à l'action de la même façon. Il y a un petit bug, c'est l'implication organique. Nous, ce qu'on croit à l'école des héros, c'est que les gens peuvent être amenés à s'impliquer de façon organique et pas de façon coercitive. Donc les RH sont souvent amenés à accompagner des êtres humains, c'est plutôt intéressant, des richesses humaines, on pourrait même dire. Et le faire au forceps, c'est peut-être pas toujours agréable. Et du coup, peut-être que les indicateurs posés de façon conventionnelle seraient pris comme une façon de faire du forceps. Et bien là, pour passer de simplement échanger, se pointer à son boulot, à agir collectivement, il y a des étapes à passer. Et peut-être que pour s'impliquer de façon organique, on peut mettre en place d'autres architectures. Et là, les RH seraient plus attendus sur le comment j'accompagne les collaborateurs plutôt que quels indicateurs je vais mettre en œuvre. Pour l'implication organique, il y a plein de solutions qui existent dans la société civile. Les monnaies complémentaires locales. Comment mon entreprise peut s'implanter sur son territoire? Parce qu'on parle beaucoup d'implantation sur on appelle ça souvent l'empreinte économique locale. Les banques du temps, c'est des choses immatérielles. J'ai consacré du temps à un collaborateur. Est-ce que je pourrais le mesurer éventuellement? Est-ce que je pourrais être reconnu pour ça? Est-ce que je pourrais avoir un crédit temps de 60 minutes parce que je lui ai accordé 1 heure de mon temps? Et puis avec ces 60 minutes, je pourrais bénéficier du service de quelqu'un d'autre dans l'entreprise. Ça crée du lien, ça crée du partage et ça permet à notre sens, à nous, de créer de la performance au-delà d'un indicateur bête et méchant qui serait rattaché au monétaire. Le temps, il est le même pour tout le monde, y compris le PDG à qui il aurait consacré 60 minutes à quelqu'un d'autre. Il y a aussi des systèmes d'évaluation, des plateformes, des marketplaces. On a développé, nous, un jeu qui fait vivre ça, cette expérience, de vivre une marketplace entre nous. Ça permet de se rendre compte qu'il y a des richesses entre nous. Et des fois, juste le fait de se rendre compte que sur une marketplace, il y a des échanges qui s'opèrent, des offres et des demandes qui se rencontrent, ça suffit pour voir qu'on est performant entre nous.
On n'est pas obligé de regarder un compte de résultat et un résultat net. Il y a plein de terrains de jeu pour s'essayer à tout ça. La RSE, l'économie collaborative, l'économie de la fonctionnalité, l'économie circulaire. J'ai mis un petit dessin sur l'écologie industrielle aussi, qui est une façon autre de mettre en œuvre des actions concrètes qui font qu'à un moment, les salariés, les collaborateurs vont s'impliquer autrement et vont accroître leur performance, leur enthousiasme en tout cas à être dans l'organisation. J'ai vu cet après-midi que 20% des départs d'entreprises sont liés au fait que les gens ne voient plus comment ils pourraient s'améliorer. Ce n'est même pas l'accès à la formation, ils ne voient pas comment ils pourraient s'améliorer. 20% des départs, c'est ça. En utilisant ces terrains de jeu, on peut arriver à les garder, à les mobiliser, et pas besoin de mesurer à la virgule près combien ils s'impliquent et combien ils sont performants. Il suffit juste de leur offrir ça pour qu'ils puissent s'amuser. Il faut que ça reste un jeu. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'école. Troisième axe, pour nous, pour la performance RH, c'est la proportion à décider ensemble. On en parlait tout à l'heure sur Stone, c'est l'intelligence collective. Quelques petites façons de s'organiser qui sont présentées là schématiquement. À chacun de choisir la sienne. Moi, j'aime bien celles qui sont en mode circulaire. Dans notre approche, dans mon expérience, dans ce que j'ai vécu, il y a des formes d'organisation qui sont différentes, qui dépendent énormément du degré de maturité du collectif. Et c'est là, ça sera évoqué par la suite, c'est le cadre que les RH vont créer pour que les individus puissent s'épanouir. Ce cadre-là, il se décide ensemble. Nous, ce qu'on propose, c'est de partir d'une approche qui est la méthode Belbin, qui est une méthode qui travaille sur les rôles en équipe, qui permet de mettre en place du leadership partagé, où chacun, dans son potentiel, à un moment, agit, et les autres s'en remettent à lui. Ce n'est pas toujours le même chef, donc on sort du système pyramidal. Cette méthode-là peut nous permettre de toucher déjà un peu du doigt qu'est-ce que la sociocratie, le fonctionnement en cercle et le fonctionnement avec des rôles, pour enfin peut-être arriver à un mode d'holacratie. Je ne sais pas qui a entendu parler du mode de gouvernance holacratique. C'est très touchy comme mode de gouvernance et du coup, c'est peut-être bien d'y aller par étapes en fonction de son degré de maturité. Peut-être à un moment, on va arriver à l'entreprise libérée. On ne sait pas. C'est peut-être pas la panacée, mais peut-être que c'est un signe de certaines formes de performance RH que d'en être arrivé là. Il y a Frédéric Laloux qui parlait dans son livre Reinventing Organization d'autogouvernance, de plénitude et de raison d'être évolutive. On pourrait se dire demain que si l'organisation permet cette autogouvernance, cette plénitude et cette raison d'être évolutive, alors on pourra être performant. Et le quatrième et dernier point, c'est pour nous, École des héros, cette idée que la performance, elle ne vaut que si on arrive à mettre en place des changements de posture régulièrement, qu'on ne soit pas figé. Et du coup, est-ce que la transformation, ce n'est pas justement un signe de performance? Juste le fait de se transformer, ça suffit à dire qu'on est performant. Pas besoin de le mesurer à la virgule près. Tout ce qui est organisation apprenante, il y a des associations qui existent pour cela. L'intelligence collective, l'intelligence émotionnelle, la communication non violente. C'est un sacré terrain de jeu, la communication non violente, pour être performant avec soi-même et être performant avec les autres. Et pour être résilient, j'aime bien cette idée de Darwin, qui a oublié d'être bête. C'est le jeu de mots avec les bêtes. Qu'en fait, c'est l'adaptabilité qui va faire qu'on sera performant, finalement. Ce n'est pas la loi du plus fort, ce n'est pas celui qui a le plus gros salaire. C'est très Yang comme approche. La mienne est plus grosse que la tienne, ça c'est fini. On est sorti du jeu de l'école et demain, l'idée, c'est de développer l'entraide dans l'organisation. Et quand l'entraide est là, alors on est résilient, alors on est performant. Et les indicateurs que j'ai pu voir dans les organisations où je suis intervenu, c'était plutôt des indicateurs qui poussaient à la barbarie et à faire sortir le plus mauvais de chacun. Donc on a la possibilité, et au RH, vous êtes les mieux placés, pour faire que chacun sorte le meilleur de lui-même. Et ce n'est pas une question d'individu, c'est une question de règles du jeu. Imaginez le Monopoly. Il finira toujours pareil, même si vous mettez Mère Teresa, Gandhi et Martin Luther King autour du jeu, le jeu finira toujours pareil. Il y aura un gagnant à la fin. Ce n'est pas une question de sagesse, c'est une question de règles du jeu. Et les indicateurs sont le reflet des règles du jeu qu'on met en place. Merci. Merci beaucoup, Christophe. Donc, comme vous voyez, il y a, vous le savez déjà, mais il y a énormément d'outils. Du coup,
disponibles pour évaluer la performance. Et moi, j'ai envie de rebondir sur le tout début de cette rencontre, à savoir l'introduction de Caroline sur les différences de point de vue. Alors, j'essaie juste de prendre la main sur ça. Moi, je viens du marketing et les indicateurs, c'était mes meilleurs amis. Tout était suivi, la performance de ma campagne de communication, la performance de est-ce que je faisais augmenter ou pas le panier moyen de mes clients. Et donc j'étais spécialisée dans la satisfaction client. Je prenais beaucoup à cœur le fait de vérifier que mes clients étaient contents des produits, contents de la marque. Et puis je me suis spécialisée au fur et à mesure, par conviction, dans la RSE. Donc les indicateurs aussi, c'était toujours mes grands amis. Donc je suis montée en compétence sur le GRI, que un certain nombre d'entre vous doivent connaître, les indicateurs de RSE. C'était vraiment mes meilleurs amis. Et toute la question à chaque fois, c'était de savoir, mais quel indicateur mesure ce que j'ai besoin de mesurer ? Et toute la question est là. Alors, au fur et à mesure, je me suis développée auprès des entreprises qui s'engagent pour savoir ce qu'elles veulent mesurer, ce qui est important pour elles. Donc, qui s'engagent au niveau sociétal, au niveau environnemental. Donc, il y a pléthore, comme on a vu depuis tout à l'heure, d'indicateurs et de questions à se poser. Alors moi, mon parti pris, et ce que je nous invite à faire aujourd'hui, c'est de se poser la question du dialogue. Quand on discute de la performance, et c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure, de quoi parle-t-on ? Parce qu'il est nécessaire de mesurer la performance pour pouvoir identifier comment on avance. La performance peut être absolument... je peux voir la performance du point de vue, comme disait tout à l'heure Caroline, du point de vue de l'individu, mais je peux le voir aussi du point de vue du directeur général, je peux le voir du point de vue du service marketing, etc. Donc, tout ça se mesure, on en a besoin, mais comment est-ce qu'on le mesure ? Et y compris les ressources humaines. Donc, moi, j'ai une petite question à vous poser aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ont accès au Bicast, j'aimerais savoir, selon vous, ceux qui n'ont pas accès au Bicast, si vous avez un petit papier, un petit stylo, que chacun de vous puisse noter 3 mots-clés. Votre équipe RH, vos ressources humaines sont performantes si 3 points. Et je vous laisse 3 minutes pour réfléchir et on prendra un instant pour connaître votre point de vue. Alors, 3 petites minutes, je démarre. Pour vous, les RH de votre entreprise sont performantes si quoi ? Sollicitez si vous avez des questions pour vous connecter. Vous voulez-le ? Alors, on va remettre la slide. Voilà, c'est le lien bicast.live/uptalk. Pour vous connecter à la Wi-Fi, c'est upvisiteur 01 02 03 04 05. Encore quelques secondes. Vous avez besoin de réfléchir un petit peu ou c'est spontané ? Tout le monde a trouvé ? Qui a besoin d'une petite minute de plus ? Ou on est sur Facebook ? Ouais, oui, c'est le soir, on a envie de se détendre, pourquoi pas. C'est bon pour tout le monde ? Ok. Est-ce qu'on a les résultats ? Alors, time to hire de 1 mois max.
Ok. NPS des collaborateurs, font baisser turnover, engagement élevé, adaptable, réactif. Waouh, on a pas mal de choses, hein. À l'écoute, ouais. Il y a voilà, il y a un consensus sur à l'écoute. Les RH de votre entreprise sont performantes. Donc là, alors il y a, moi ce que je comprends, ce que j'interprète, c'est qu'il y a la performance du point de vue de la direction des ressources humaines. À quel moment est-ce que la direction est performante et fait son job? Il y a, est-ce que les ressources humaines, et de quoi on parle? On parle de les ressources voilà, des hommes, donc leurs compétences, leur énergie, qui font l'entreprise. Est-ce que les gens sont performants? Est-ce que les gens sont au bon endroit? Est-ce qu'ils font leur job? Donc, vous voyez qu'on a chacun une compréhension, un point de vue sur qu'est-ce que le mot performance veut dire. Et chacun une vision sur ce qu'est la performance. Donc, ce sur quoi je veux pointer aujourd'hui avec vous, c'est que la notion même de performance est subjective. On a chacun notre référentiel de pensée qui s'allume, qui se met en place pour identifier qu'est-ce que la performance, qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que qu'est-ce que ça implique derrière. C'est intéressant de voir ça, non? Comme là, on est tous ensemble, on se réunit, donc il y a quand même quelque chose qui nous lie. Si aujourd'hui, on est tous là ensemble au même endroit à la même heure, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a en commun. Au moins ça, on a en commun notre esprit de recherche, on cherche à savoir comment on mesure la performance RH. OK? Mais derrière le mot performance, on met plein de choses différentes. Alors, la performance dépend du point de vue, OK? Et la mesure. La mesure, comment on mesure la performance? Parce que pour mesurer, eh bien, il faut encore trois choses, 3 éléments. Un, il faut un référentiel de mesure. Qu'est-ce que j'utilise? Quel outil? On a vu, on en a plein. Quel référentiel, quel imaginaire j'ai derrière? Qu'est-ce que je mesure de quel point de vue? Le référentiel le référentiel quanti, productivité, le référentiel bien-être, le référentiel... OK. Ensuite, il faut des capteurs. Comment je mesure? Avec quoi? Est-ce que c'est avec du digital, des indicateurs informatiques? Est-ce que c'est avec des questionnaires? Je vais interviewer les gens, faire des questionnaires, un baromètre par exemple d'engagement, de motivation, de satisfaction. Bon, ça, c'est encore d'autres manières de mesurer. Et puis, ensuite, il faut interpréter les résultats. Alors là, bien sûr, on a tout ce qui nous aide à interpréter. Donc, l'aide informatique, les algorithmes. Mais derrière, c'est toujours nous qui analysons. C'est toujours vous, monsieur, mademoiselle, qui identifiez, qui comprenez et donnez votre point de vue, ce que vous comprenez des résultats, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus? L'interprétation in fine est humaine. Qu'en pensez-vous? Oui. Oui. L'utilisation qu'on va en faire, la compréhension qu'on en fait et l'utilisation qu'on en fait, ça reste à partir de ce que l'on comprend et ce vers quoi on a choisi d'aller. Ok, donc si on parle là-dessus, la subjectivité des choix qui sont faits. Eh bien, on se rend compte que ce qui nous fait faire nos choix, eh bien, sont en train de changer. Pendant longtemps, la performance, c'était la productivité, absolument. De plus en plus, on intègre les questions de bien-être, de toutes les questions de risques psychosociaux, mais aussi la manière dont on est capable de mobiliser les riverains, pourquoi pas, ou encore la comptabilité environnementale, est-ce qu'on est performant dans la gestion de notre empreinte carbone.
de plus en plus de choses sont posées comme question. Donc, les entreprises deviennent engagées, donc leur performance est jugée à l'aune de beaucoup d'autres choses. En plus de ça, elles ont un rôle, et on le voit en ce moment avec les entreprises à mission et le développement des ESS, ont un rôle de plus en plus général, économique, social, environnemental. L'individu, qu'il soit dans l'entreprise ou pas, demande de plus en plus à être considéré avec son individualité propre, ses besoins, son avis, et les réseaux sociaux ont ouvert cet espace de dialogue et ce besoin des gens de se faire entendre et d'être considérés. Et puis, voilà, que ce soit à l'école comme en entreprise, entre la relation fournisseur-client, passe d'une approche plutôt compétitive, de compétition, à la collaboration, comment on fait ensemble. Donc, tout ce paradigme qui change fait qu'on se pose d'autres questions autour de la performance et on cherche à créer des valeurs, non seulement de la valeur financière, mais des valeurs, c'est-à-dire de la vie, les valeurs qui encouragent la création de quelque chose qui va dans le sens de la bonne santé du territoire, des citoyens, des clients. Alors, si on lâchait les indicateurs traditionnels pour aller chercher, je rebondis encore une fois sur ce que disait Caroline en intro, pour aller chercher le sens que l'on donne aux indicateurs et faire le choix à partir de ça. Donc, qui prend en compte les nouveaux paradigmes, qui prend en compte chaque individu, qui prend en compte le point de vue et les perceptions uniques de chaque individu, et qui prend en compte l'interprétation et la mesure, qui en fait un espace de dialogue, qui en fait un espace de mobilisation. Si on se met ensemble, pour choisir ensemble les indicateurs qui nous conviennent. Qu'est-ce que j'appelle la performance? Qu'est-ce que tu appelles la performance, toi? Alors, c'est la question que je veux vous poser aussi maintenant. Comment vous feriez, vous, si maintenant, vous aviez le choix de réinventer la mesure de la performance dans votre entreprise? Par quoi vous commenceriez maintenant? Quelles questions vous poseriez? Par quoi vous commenceriez pour réinventer la mesure de la performance dans votre entreprise? Ah bah oui, la performance RH. Ah oui, on est là pour ça. Vous avez le droit de tricher un peu et de demander à votre voisin et toi, tu ferais quoi? J'ai pas trop d'idées là, je suis fatiguée le mardi soir. Non. Ou qu'est-ce que vous avez déjà peut-être vous pourriez regarder en arrière sur des expériences que vous avez déjà faites, quelque chose qui vous a inspiré, que vous avez déjà réalisé. Quelque chose que vous rêvez de voir arriver dans votre entreprise si vous aviez une baguette magique, si vous aviez tout pouvoir. Qu'est-ce que vous choisiriez pour réinventer la mesure de la performance? Alors, on voit de plus en plus de choses arriver. On a les NPS de plus de 90%. Ah oui, hein. Ouais, ce serait génial. Et puis, des ateliers collectifs. On est inspiré ce soir par ça. Des sondages, d'accord. Bien-être. J'aimerais bien en savoir plus là-dessus aussi. Argent économisé. Ouais. On pourra en parler de ça. J'ai 2-3 idées là-dessus s'il y a quelqu'un qui a envie d'approfondir. Épanouissement. Rétention des talents. Bien sûr que oui. Ok. Zéro départ. Regard extérieur. C'est intéressant ça.
le besoin de l'altérité, le besoin de s'inspirer de ce que pense l'autre. Ok. Workshop en atelier collectif. Pour co-construire, j'imagine, des projets, des nouvelles façons de fonctionner. Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais j'ai envie de savoir, vraiment, sentez-vous libre de ne pas répondre, qui a écrit ici Zéro départ? Ok. Est-ce que vous pouvez en dire plus? Comment est-ce que vous... qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous auriez envie de voir? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de départ dans votre entreprise? Qu'est-ce qui ferait que tout le monde aurait envie de rester? Non, mais c'est clairement le bien-être, l'état d'esprit de l'équipe, et c'est vraiment autour de la fidélité à l'entreprise, à la mission. C'est vraiment de la rétention parce que les gens sont heureux, ont l'impression d'être alignés avec une mission d'entreprise et par conséquent ne quittent pas l'entreprise parce qu'ils se développent aussi bien personnellement que professionnellement, bien sûr. D'accord. Super. Alors ça c'est intéressant parce que derrière, qu'est-ce qui rend heureux les personnes? Alors ça c'est très intéressant parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Alors comment on fait pour rendre heureux nos collaborateurs? Comment on fait ça? Comment on réussit ce pari? Eh bien, une piste, c'est de se poser la question. C'est d'auditer les perceptions des parties prenantes. Alors moi, c'est ce que je propose, c'est ce que je fais depuis des années. Quand j'accompagne mes clients en stratégie, en transformation, quand on se pose la question de comment est-ce qu'on améliore notre responsabilité sociétale ou bien la mobilisation des équipes, quand on veut enclencher un management de la transformation ou intégrer du digital justement, eh bien avec les personnes avec qui je travaille, on va directement interviewer les individus à l'intérieur de l'équipe, parfois à l'extérieur si nécessaire, pour aller identifier leurs visions différentes des mêmes objectifs. Derrière le même mot, qu'est-ce qu'on met? Alors, derrière la performance, on peut tenter l'expérience de se demander, et vous pouvez tester dès demain, pour voir si vous percevez la même chose que vos clients, que votre équipe, que votre DG. Demandez au manager à 3 personnes différentes dans l'entreprise qu'est-ce que la performance. Qu'est-ce que la performance pour elle? Qu'est-ce que la performance de l'équipe? Qu'est-ce que la performance de l'entreprise? Et d'identifier derrière ça ce que chacun a envie d'y mettre. Et derrière, ensuite, pouvoir faire le choix des indicateurs qui permettent à chacun d'identifier sa performance, la performance de l'équipe, etc. Voilà, alors je vous retrouve juste après pour le cocktail pour parler d'un peu plus de l'audit des perceptions et tout ce qu'on peut faire avec pour savoir exactement ce qu'on peut identifier de divergence et de termes fédérateurs. Voilà. Merci. Merci Caroline.